Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue pour cette conférence en ligne, ce webinaire, ce webinar, ça dépend comment on l'entend, consacré au pilotage de l'entreprise en période d'incertitude. Je suis Christophe Collard, professeur de droit à l'EDEC Business School. Nous sommes ici confortablement installés, j'espère qu'il en est de même pour vous. J'en profite pour saluer ceux qu'on voit en face de nous et qui sont connectés sur ce webinaire. Vous êtes pour l'instant 57. Je salue Florent, Sébastien, Nicolas, Julien, Maxime, Sandrine et les autres. Je le disais, j'espère que vous êtes confortablement installés. Nous le sommes. Vous sentez peut-être leur soutien, mais les différents participants, les professionnels qui vont intervenir aujourd'hui sont là, présents à nos côtés. Alors le studio est configuré de telle sorte que nous ne pouvons pas tous être autour de la table, mais vous pardonnerez par avance si vous percevez un mouvement pour que les uns et les autres puissent venir s'adresser à vous. Quelques petites considérations techniques pour que ça se passe le mieux possible. Vous avez la possibilité de nous poser vos questions en utilisant la fonction discussion, la fonction chat, qui doit se trouver sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser. Elle est préférable au micro si vous pouvez conserver votre micro coupé pour ne pas perturber notre propre audition et la qualité de ce que vous pourrez percevoir. Je voudrais également saluer, au-delà du CIC Nord-Ouest qui nous accueille dans ces superbes locaux qui traduisent bien la nouvelle façon de travailler qu'impose cette crise que nous vivons. Je voudrais saluer le professionnalisme de l'Aparté, cette organisation de professionnels, et ils sont tous là, qui sont consacrés au rapprochement à la transmission d'entreprise. C'est bien leur expertise dont on va profiter aujourd'hui, dans le cadre d'une progression qui va nous amener. J'ai un collègue, un professeur de stratégie, qui évoque souvent la posture que l'on doit adopter en disant il faut être en même temps poète et paysan, c'est-à-dire stratège, mais en même temps très, très pragmatique. Et aujourd'hui, ce matin, il sera bien autant question de vision que d'outils, et c'est bien cette progression qu'on va suivre. Je vous propose d'évoquer les différents intervenants qu'on va entendre ce matin. On va commencer avec François Delbecq. Ce sera l'aspect stratégie. On va prendre de la hauteur. Je ne dis pas qu'ensuite on ne gardera pas cette hauteur de vue, mais on va commencer avec cette approche vision. On va ensuite entendre Christophe Caudron, CIC Nord-Ouest. Ce sera l'approche du banquier, et il sera accompagné par Arnaud Lavril pour aborder les domaines investissement en fonds propres. Et on terminera, last but not least, par nos amis Laurent Miquel et Thomas Obachtek avec une approche sur les outils juridiques. Je vous propose de passer immédiatement la parole à François Delbecq, qui est associé au sein du cabinet Pansart et Associés, spécialisé dans les opérations de M&A, et qui intervient particulièrement dans les entreprises, auprès des entreprises en difficulté ou sous-performance. Votre mission, ta mission, François, c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement, mais aussi les aider dans les transformations. En période de transformation et de difficulté, ça tombe bien. Je vais dire, on est en plein dedans. Il y a beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui pilotent à l'aveugle et qui ont des difficultés à prendre des décisions dans le contexte que nous connaissons. Quel est ton regard sur cette situation? Déjà, mon regard, c'est que je partage ce constat, et la question auquel il faut répondre, c'est quelle est la cause de ces difficultés de prise de décision. La cause de ces difficultés, à mon sens, se situe au niveau de l'incertitude. Avec le contexte actuel, clairement, l'incertitude a augmenté. Et donc, la question qui vient derrière, c'est comment réduire cette incertitude. Et donc, la réduction de l'incertitude, ce qu'on peut voir dans ce qui fonctionne, notamment dans les contextes de crise, c'est d'établir des scénarios. Établir des scénarios, et donc ce n'est pas un seul scénario, c'est une multitude de scénarios. C'est pas faire du tableur Excel, faire un scénario. Un scénario, c'est d'écrire exactement les hypothèses et les plans d'action. Et là, on y vient, c'est que la clé, c'est de bien définir ces hypothèses. Parce qu'un scénario avec de mauvaises hypothèses induit derrière des mauvaises décisions. Et donc, bien définir ces hypothèses, on vient à la source de la définition d'une hypothèse. Et là, ce qu'on remarque et ce qui fonctionne,
c'est d'avoir une ouverture d'esprit très, très large. C'est-à-dire de travailler multidimension, d'avoir une exploration forte pour enrichir la créativité. Parce que si on reste uniquement sur son spectre j'allais dire de tous les jours, c'est pas suffisant dans ces contextes de crise. Et là, on vient à un parallélisme assez intéressant qui est une théorie d'Isaiah Berlin, qui est un philosophe, qui a écrit un essai qui s'appelle Le renard et le hérisson. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le hérisson, il sait une chose en profondeur, mais il ne sait qu'une chose. Et le renard, lui, c'est une multitude de choses parce qu'il explore sans cesse. Eh bien, dans ce contexte-là, par rapport à ce parallélisme, il faut avoir cette posture de renard. Certes, il faut des réflexions aussi dans les entreprises, mais il faut vraiment avoir cette posture d'exploration globale. Parce qu'avec cette posture de vision très large, ça permet de définir les bonnes hypothèses, les bons scénarios. Et dans ce cas-là, les décisions deviennent un peu plus limpides dans la prise de décision. D'accord. Alors, si je comprends bien, la posture du renard doit nous aider à discerner. C'est ça, surtout avoir une largeur. D'aller dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, d'explorer vraiment de manière assez large, d'aller en dehors de son périmètre interne de l'entreprise, aller voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres secteurs d'activité, d'autres modèles économiques. Il y a un véritable bestiaire en stratégie. Tu parlais du renard, du hérisson. J'ai lisé récemment un article qui soulignait que dans le règne animal, il y a un certain nombre d'espèces qui se distinguent par leur résilience, qui évoquaient les fourmis, qui évoquaient le chameau. Alors, je ne sais pas si on peut faire une espèce de mix entre ces différents… Oui, sans doute. Après, on a un bon constat. Le hérisson, 70% des hérissons ont disparu en 20 ans. Donc, bon, voilà. On peut se poser cette question. C'est vrai qu'on en croise un certain nombre qui sont aplatis sur les routes, qui est une issue qu'on ne souhaite à personne. Très concrètement, si je puis me permettre, quels conseils on peut donner aux dirigeants d'entreprise qui sont pris dans la tempête? Alors, il y a deux points, on va dire 2 points essentiels. Le premier point, je vais le traiter assez rapidement, on reviendra certainement après dessus. C'est de sécuriser le cash. Donc, sécuriser la trésorerie, c'est clairement un des premiers points sur lesquels il faut intervenir. Donc, sécuriser la trésorerie, c'est avoir les réserves nécessaires pour pouvoir travailler et se développer, et entrevoir aussi des positions de développement. Mais c'est aussi sécuriser le cash dans la mesure où il faut mettre l'entreprise dans une posture de non-consommation mensuelle de trésorerie. Alors, non-consommation, en tout cas, limiter sa consommation de trésorerie, parce qu'on peut aussi des fois prendre posture d'accepter de consommer un peu de trésorerie parce qu'on veut préserver des ressources rares, par exemple. Donc ça, je reviendrai tout à l'heure sur cette posture de trésorerie. Le deuxième point, c'est à mon sens le point qui est moins pratiqué. En tout cas, on le voit beaucoup moins dans la période actuelle, alors qu'on pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est plutôt une temporalité à moyen-long terme. Et là, on va plutôt parler de stratégie et d'avoir une ouverture, ce qu'on évoquait tout à l'heure, puisqu'on sent qu'il y a une sorte de paralysie qui se crée autour de ça, et sans doute lié à des phénomènes psychologiques qui font que l'incertitude nous bloque, et aussi on a beaucoup de sujets opérationnels à traiter au quotidien. Et donc ce sujet de prise de hauteur est un peu moins mis en avant, et il y a moins de prise de conscience sur ce sujet-là pour préparer justement les retours, les rebonds ou les options de croissance complémentaires. Et c'est dans la crise qu'on peut se réinventer. Et donc, voilà, face à ce constat, on a défini une liste d'actions pour justement, surtout, essayer d'enclencher cette démarche. Donc, la première action, ça va être de regarder, d'explorer à l'extérieur de l'entreprise. On l'a dit tout à l'heure, ça veut dire vraiment aller au-delà de ses concurrents directs, aller voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, et regarder aussi dans des modèles économiques ou des secteurs d'activité qui ressemblent à ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment, on ne revient pas sur ce qu'on a dit en premier lieu. Le deuxième point qu'on voit, qui sans doute manque dans les entreprises, que ce soit les entreprises en B2B ou en B2C, c'est ce qu'on appelle l'intimité client ou la connaissance client. C'est qu'aujourd'hui, on voit la connaissance client se résume malheureusement, alors pas tout le temps, mais à la disponibilité des informations pour faire une facture. Donc, c'est un numéro SIRET, une adresse. Et en réalité, on ne comprend pas, on n'a pas à l'intérieur des éléments, des analyses qui nous permettent de comprendre qui est le client, quel est son besoin, pourquoi il vient chez nous, fondamentalement, est-ce que c'est le prix, le délai. Et donc, cette intimité client, il faut profiter de cette situation justement pour la développer. Le troisième point est le pilotage. Le pilotage, mais le plus en amont possible. Qu'est-ce que ça veut dire le plus en amont possible? C'est que
Le pilotage, on voit beaucoup d'indicateurs, ce qu'on appelle de constats, c'est-à-dire un compte de résultat avec un résultat. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans la constitution de ce résultat. Et donc, ce qu'on appelle les indicateurs avancés. On prend une boîte de bâtiment, par exemple. Le chiffre d'affaires qu'elle fait aujourd'hui, ça traite sur des gros chantiers, c'est en réalité les volumes de devis et de commandes qu'elle a transformés il y a 6 à 9 mois. Donc, l'idée, c'est de remonter dans le temps pour aller le plus proche possible pour en pouvoir anticiper derrière les volumes d'activité et pouvoir être plus à l'aise justement dans les prises de décision et les prédictions. Point complémentaire, encore un autre point, c'est de développer une culture permanente de l'essai. On voit que les sociétés très agiles dans les contextes de crise sont des sociétés qui réalisent beaucoup de tests. Par exemple, si on veut faire un test de changement de prix, on ne le fait pas à grande échelle sur tout son portefeuille client, on choisit des tests et des échantillons. Donc, cette culture de test et aussi d'échecs, c'est-à-dire qu'il faut accepter l'échec. Le test sert à faire des échecs, mais sert aussi à apprendre et à rebondir pour reproposer de nouvelles choses. Donc, cette culture de test est hyper importante dans ces phases actuelles. Un point complémentaire encore, c'est les stratégies de partenariat. Les stratégies de partenariat, on est plus agile, ça permet d'avoir un accès beaucoup plus rapide, par exemple, à des compétences, à des offres différentes ou aussi à des marchés. Donc, à raisonner partenaire dans ces contextes, c'est aussi une clé. Alors, c'est toujours le cas, mais encore plus dans les contextes actuels. Enfin, je vais évoquer un sujet qui est aussi intéressant, qui est ce qu'on appelle, alors on appelle chez nous dans le jargon, l'économétrie d'une transaction. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, l'économétrie d'une transaction? C'est de raisonner, non pas en global sur l'entreprise, mais de raisonner sur une seule transaction et quel est son vrai résultat de la transaction. Parce que si cette transaction est non rentable, si on a des transactions non rentables dans l'entreprise et qu'on axe le développement là-dessus, il est fort à penser que la multiplication le sera également non rentable. Donc voilà les quelques conseils et points d'action qui permettent d'enclencher cette démarche un peu plus en hauteur et en stratégie. Merci François pour ce tour d'horizon. Moi, je retiens une formule que tu as utilisée, c'est dans la crise qu'on peut se réinventer, oui. C'est dans la crise qu'il faut se réinventer. Et tu nous as donné quelques pistes de réflexion. La première partie de ton propos, c'était sur le cash. Je pense qu'on peut le résumer en 3 mots. Cash is king aujourd'hui, oui. Particulièrement. Concernant la gestion de trésorerie et la fixation des besoins de financement, qu'est-ce que tu nous conseilles plus particulièrement de faire? Alors, là-dessus, la clé, c'est de définir des marges de sécurité. Alors, comment définir les marges de sécurité? Alors, il y a 2 approches. Il y a l'approche, on va dire, traditionnelle que, on va dire, bon nombre de personnes qui nous écoutent connaissent, c'est établir une projection de cash flow et de trésorerie où on va mettre un chiffre d'affaires, on va mettre une marge, des coûts de structure, des besoins d'investissement, des règles d'encaissement, de décaissement, et à la fin, ça va donner un cash flow. OK. Une fois qu'on a fait ça, on a une conclusion qui nous dit, sur les 24 prochains mois, le cash flow sera de 500 000 €. Valeur fixe, mais sauf que c'est fait d'une manière complètement intuitive. C'est-à-dire que si on est très pessimiste, on dégrade. Si on est très optimiste, on surévalue l'évaluation qu'on en a faite. Et on prend souvent des informations qui viennent de différents services. Donc, mathématiquement, la probabilité de réalisation, c'est 50%. Parce qu'on ne peut pas savoir, on a une chance sur 2 que ça se réalise en réalité. Et donc, il y a d'autres modèles, un autre modèle qui est une autre approche, qui finalement, on repart de la même chose. On utilise des outils Excel, mais on y couple des données un peu plus statistiques, en tout cas probabilistiques. Et donc, on va raisonner, la grosse différence, c'est qu'on ne va pas raisonner sur des valeurs fixes, mais on va raisonner sur des fourchettes de valeurs. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je fais 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va dire je vais faire entre 8 millions et 10 millions et demi. C'est ce qu'on appelle par exemple une loi probabilité triangulaire. On va mettre une fourchette basse, une fourchette haute et une médiane. On va faire la même chose sur toutes les données d'entrée, la marge, les capex, les règles d'encaissement, de décaissement, mais ce qui va nous permettre d'avoir quelque part plusieurs combinaisons possibles. Et en fait, l'idée, c'est ensuite d'utiliser par ces fourchettes-là des combinaisons qui vont, grâce à la méthode de Monte-Carlo, alors, qui est une méthode qui consiste assez simplement en fait, à réaliser des tirages aléatoires. On va réaliser par exemple 1000 à 10 000 tirages complètement aléatoires avec toutes les combinaisons possibles. Et ça, c'est la machine qui va le faire, hein, bien sûr. Et ça va donner une courbe de dispersion cumulée qui va nous permettre en réalité de conclure complètement différemment puisqu'on va pouvoir figer un pourcentage de probabilité de réalisation d'une donnée. C'est-à-dire qu'à la fin, on va conclure en disant qu'il y a 90% de chances que le cash flow cumulé des 2 prochaines années sera de 300 000 €. C'est complètement différent puisqu'on alloue un niveau de probabilité avec un résultat.
Donc, c'est beaucoup plus, on va dire, scientifique, beaucoup moins intuitif, mais dans les contextes de crise, ça permet de fixer les marges de sécurité, d'être beaucoup plus prudent. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans ces contextes-là et de manière générale, l'accident n'arrive pas qu'aux autres. Donc, si je comprends bien, c'est une approche statistique, probabiliste. C'est ça. Je suppose qu'il y a des outils de modélisation et de simulation. Oui. On aura peut-être l'occasion, et ça enverra probablement peut-être à des questions qui seront posées au niveau du chat. On viendra notamment sur celle qui est ici posée, qui consiste à se poser la question si ce n'est pas le bon moment pour redéfinir son business model. C'est un peu ce que tu as évoqué, évidemment. Hein. C'est ça. On va progresser dans notre progression. On va procéder à un petit changement d'intervenant en appelant Christophe Caudron et Arnaud Lavrille. L'un et l'autre vont nous amener à aborder un peu plus directement. J'hésite à utiliser le mot concrètement parce que ce que nous disait François était très concret. Mais là, on va rentrer dans les outils d'abord avec Christophe Caudron, qui est directeur des financements spécialisés pour le CIC Nord-Ouest, donc un service de financement d'opérations d'acquisition en tout genre, avec ensuite Arnaud Lavrille de BNP Paribas Développement, qui est directeur des participations. On va parler d'investissement en fonds propres. Je me tourne d'abord vers Christophe Caudron. Encore merci pour ton occasion. Pour évoquer un des outils phares en cette période de crise qui est le PGE, je pense que ça peut être intéressant de revenir sur ce dispositif qui a été mis en œuvre d'emblée quasiment par le gouvernement, en nous posant la question de savoir, de rappeler ce que c'est précisément, quelles sont les caractéristiques du PGE et en quoi ces caractéristiques ont-elles évolué. Tout à fait. Bon, merci. Bonjour Christophe et merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par évoquer faire de la publicité pour la Voix du Nord, qui ce matin, en page écho, a presque fait du teasing pour ce webinaire aparté, puisque vous irez lire une interview de Grégory Sanson, président de Lille Place Financière et par ailleurs haut dirigeant de Bonduel, donc pub pour la Voix du Nord et pub pour Bonduel au passage. Et finalement, il fait du teasing pour notre webinaire parce qu'il évoque les difficultés, bien sûr, de trésorerie des entreprises. C'est ce qu'a évoqué François, c'est ce que je vais évoquer, c'est l'objet même de ces PGE. Il évoque également donc, ce PGE et il évoque aussi, c'est du teasing pour Arnaud qui va me succéder, sur la problématique des fonds propres. Il va même plus loin parce que, et là c'est beaucoup plus compliqué, il évoque même l'épargne des Français, etc. pour mobiliser. C'est un autre débat, mais bon, donc allez lire La Voix du Nord, on dirait que Grégory Sanson nous a fait de la publicité. Alors ce prêt garanti par l'État, c'est vrai que c'est au cœur des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics. Il faut savoir que les banques ont distribué 120 milliards, bon, les chiffres bougent encore évidemment à ce stade, pour quelque chose comme 600 000 entreprises. Et d'ailleurs, Grégory Sanson cite le chiffre pour la région 7 milliards pour 35 000 entreprises, important, 90% de ces entreprises avaient moins de 10 salariés. Donc ça touche vraiment TPE, PME. Le dispositif bouge, hein, il faut lire les échos régulièrement, s'informer. Vous le savez, il était normalement éligible, ouvert jusqu'au 31 décembre de cette année. Bruno Le Maire et le gouvernement donc, ont élargi ce dispositif au 30 juin 2021. C'est une durée de 6 ans. Pendant un an, donc, le coût est à zéro. Bon, il y a le coût de la garantie de la BPI, puisque l'État, je vais y revenir, accorde sa garantie. Et ensuite, vous avez un amortissement sur 5 ans. Une possibilité d'amortissement sur 5 ans qui est à la main de l'emprunteur. Donc, ça fait donc 6 ans. Et le gouvernement vient d'annoncer qu'il pourrait y avoir une franchise de 2 ans en capital. La deuxième année, donc, paiement des intérêts. Toujours franchise en capital. Et toujours sur une durée globale de 6 ans. Les taux ne sont pas fixés sur la suite. Ils sont évoqués. Les banques, ça discute. Les banques s'engagent à une sorte de prix coûtant. Et ensuite, il y a le coût de la garantie BPI. Donc, on lit que ça pourrait aller entre 1 et 2,5% à voir. Le but, je l'ai dit, l'objet même, c'est vraiment de financer les difficultés des entreprises, liées à cette crise, évidemment. Et les entreprises peuvent présenter des demandes de PGE jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires. Il y a même des PGE saison, hein, je ne vais pas détailler ici, pour les entreprises qui ont justement une activité saisonnière. Et dans ces cas-là, c'est les 3 meilleurs mois de chiffre d'affaires. Donc, ça peut aider sur ce type d'entreprise. Évidemment, ce n'est pas automatique. Même si je pense qu'il y a eu 3% de refus, 97% d'accords dans les banques. Il faut évidemment un business plan, quelque part réviser Covid, donc l'impact du Covid sur les business plans. Et bien sûr, François l'a évoqué, cash is king, donc c'est le plan de trésorerie
et les cash flows, le plan de trésorerie, le BFR, c'est des notions fondamentales. C'est ça qui va permettre d'étudier et d'accorder ce PGE. La garantie de l'État étant sur les TPE-PME à 90% accordée donc aux banques. Et je l'ai dit, j'insiste, le sort de ce PGE, donc c'est-à-dire amortissement ou remboursement anticipé, est à la main de l'emprunteur qui doit échanger, négocier et informer sa banque 2 mois avant l'échéance. Et donc, comme je l'ai dit, le dispositif est étendu au 30 juin, ce qui veut dire qu'on subit cette deuxième période de confinement et beaucoup de difficultés pour les TPE-PME, donc il est toujours ouvert. Voilà, c'était important de bien relister un peu ce qu'est le PGE. Oui, effectivement, parce que c'est vraiment un outil majeur, mais au-delà du PGE, les banques ont proposé toute une série de mesures de soutien, et c'est bien le moment, effectivement, de faire preuve de ce soutien aux entreprises, et notamment ont été proposés des reports d'échéance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc dès mars, ici 2020, les banques ont proposé des reports de 6 mois des échéances de crédit. Et en fait, dans la plupart des réseaux, c'était automatique pour les crédits dits de masse. Donc après, sur des crédits spécifiques, des gros crédits, des pools bancaires, c'était l'objet de discussion. Mais la masse, donc, a bénéficié de reports d'échéance de 6 mois. A priori, c'est 2000 entreprises, 2 millions d'entreprises qui ont été concernées au niveau national par ce moratoire, qui représenterait quelque chose comme 20 milliards d'euros. Donc là aussi, des sommes significatives. À l'issue, donc c'est passé, puisque c'était mars, donc c'est arrivé ici en septembre-octobre, soit il y avait paiement des échéances, donc rattrapage des échéances, soit lissage sur la durée, et report en fin de contrat. Donc là aussi, ça a dû être vu. Vous avez pu voir ça avec vos conseillers bancaires. Pour cette deuxième phase de confinement et de difficultés, il n'y a plus, à ma connaissance et à ce jour, il n'y a pas de dispositif automatique, mais évidemment, les pôles chargés d'affaires sont toujours à votre disposition pour étudier au cas par cas vos demandes. J'en profite pour répondre tout de suite à une question sur l'utilisation du PGE. Peut-on utiliser le montant obtenu pour financer de nouveaux investissements de maintien de production? Eh bien non, la réponse est ferme et définitive, non. Le PGE sert, alors vous me direz l'argent est fongible, etc., mais il doit vraiment être justifié. D'ailleurs, il est question de contrôle. Bon. C'est vraiment un objet avec une garantie d'État, c'est fait pour financer les difficultés de trésorerie court terme. C'était une bonne question et c'était une bonne réponse qui était claire et nette. Je voudrais évoquer la question des fonds propres. Ça fera le lien. Tout de suite avec Arnaud, on va ensuite évoquer la question des investissements en fonds propres, mais ce point je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait que le manque de fonds propres est un mal endémique pour les TPE et les PME. Et je voudrais te poser la question, Christophe, de savoir quels sont les outils que la banque peut proposer à cet égard. Alors, effectivement, Arnaud va y revenir ensuite. Lui, il va plutôt être sur le capital développement. Bon, je vais laisser intervenir. Les banques réfléchissent avec les pouvoirs publics à un dispositif de prêt participatif qui concernerait donc plutôt TPE et PME. Ça n'est pas un nouvel outil, c'est un outil qui a été créé dans les années 70, 78, si je ne dis pas de bêtises, mais qu'on veut réactiver. Le prêt participatif permet de renforcer la structure financière sans ouvrir les fonds propres, parce que comptablement, il est assimilable à des fonds propres. C'est donc un crédit, parce que c'est quand même une dette, c'est-à-dire que ça se rembourse. C'est du long terme, c'est 5, 7, 8 ans, ça dépend. Donc encore une fois, assimilable à des fonds propres, c'est le grand intérêt. En général, c'est un intérêt fixe plus un intérêt complémentaire qui peut être lié justement à des résultats. Par exemple, l'atteinte d'un niveau d'EBITDA, de résultats nets, etc., puisque c'est bien la notion de participatif. Donc il y a un supplément de rémunération, mais qui est prévu et négocié dès le départ. C'est une créance subordonnée, donc de dernier rang, ça vient juste avant les fonds propres. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est assimilable à des fonds propres. Les niveaux de rémunération sont en train d'être discutés. C'est du in fine, et donc forcément, on évoque des 4 ou 5%, mais voilà, c'est un outil in fine subordonné. C'est des conditions de rémunération qui peuvent paraître logiques par rapport au type de risque. Là aussi, il faudra un dossier, donc des business plans, l'impact du Covid, la stratégie moyen-long terme, parce que là, on rentre quand même dans des crédits longs, donc stratégie moyen-long terme, toujours le plan de trésorerie aussi. Le produit n'est pas
totalement packagé. Là aussi, lisez les Échos et la presse financière tous les jours. La Fédération française bancaire et le gouvernement y travaillent. Et normalement, ça devrait sortir au début de l'année prochaine, 2021. Les banques pourraient bénéficier, parce que ça serait porté là, dans le bilan des banques, a priori, cette partie-là, de la garantie de l'État à hauteur de 10%. Tout ça est à valider aussi. Et on évoque des enveloppes de l'ordre de 20 milliards d'euros. Voilà, c'est un bel outil et j'insiste sur le fait que, alors à mon avis, c'est TPE-PME, ça ne va pas être des gros dossiers, ça va être des dossiers de quelques centaines de milliers d'euros, mais bon, ce n'est pas la même tranche de dossier que ce que va expliquer Arnaud ensuite. Le grand intérêt, c'est que, en synthèse, c'est des fonds propres, mais ça ne dilue pas. Hein. Il n'y a pas d'effet dilutif puisqu'il n'y a pas d'ouverture du capital. Bon. Voilà, donc c'est un outil à suivre qui devrait être mis en place dans les prochains mois. Voilà. Avant de passer la parole à Arnaud, je reviens sur les questions qui sont posées. Manifestement, le PGE en suscite de nombreuses. J'allie avec vous. Peut-on rembourser en avril 2021 un PGE mis en place en avril 2021? Demandez un en juin. Pourquoi pas? Effectivement, donc c'est à la main de l'emprunteur. Donc en avril 2020, donc cette entreprise visiblement souscrit un PGE. En avril 2021, donc un an après, elle peut le rembourser. Mais en effet, bon, après, il faudra voir pourquoi on fait ce jeu. Il y a sans doute une raison, mais pourquoi pas, puisque le dispositif est ouvert jusqu'à juin 2021. Donc, a priori, oui. D'accord, voilà, merci beaucoup pour ces précisions qui sont utiles. On va passer au registre Private Equity, Oui, bien sûr, je t'en prie. Dans le domaine. Arnaud Lavril, BNP Paribas Développement. On a évoqué les fonds propres. Vous êtes spécialisé dans les opérations en fonds propres, pour l'ouverture de capital des entreprises. En quoi cela peut apporter une solution aux dirigeants qui se retrouvent pris dans la tempête que nous connaissons actuellement? Bonjour Christophe, bonjour à tout le monde. Je dirais oui, c'est aujourd'hui une opportunité quand même pour les chefs d'entreprise et les dirigeants donc de pouvoir faire appel aux fonds propres. Il y a des fonds propres disponibles. Il y a sur la place et sur la métropole un certain nombre d'acteurs. On verra tout à l'heure comment ils sont répertoriés pour intervenir, quelle que soit la taille de l'entreprise. Pour ma part, je vous parlerai un peu plus peut-être des entreprises qui sont supérieures à 5 millions de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, si on regarde la problématique des fonds propres, c'est surtout, à mes yeux, bien sûr financier, mais c'est surtout humain. La partie humain, c'est important pour le dirigeant d'ouvrir son capital. Souvent, il a du mal à ouvrir son capital. Ça représente une situation blessante parce que c'est une entreprise familiale, c'est une entreprise qu'il a montée. Et à un moment, évidemment, ça peut être lié aussi à l'âge. Ça l'embête quelquefois de faire rentrer quelqu'un comme associé. Mais comprendre cette forme de réticence. Oui, mais d'un autre côté, on va le voir tout à l'heure par rapport à la problématique dans laquelle on est actuellement, c'est une opportunité d'avoir quelqu'un à ses côtés. Quand on voit ce que peut apporter un investisseur à côté d'un dirigeant, c'est une vision non pas d'un conseil, mais d'un associé. C'est-à-dire qu'il rentre au capital, il prend des actions, et ensuite, il parle avec le majoritaire qui a la vision sur son entreprise, sur son marché, et apporte sa vision, lui, en tant que financier et en tant que spécialiste de l'investissement. Donc, il capitalise sur l'ensemble des participations qu'il a pu gérer, je dirais, dans sa carrière, et apporte un certain nombre de conseils concrets face à ce genre de situation qu'on a aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui, c'est une situation qui peut être difficile pour certaines entreprises, on le voit, hein, et puis aussi des opportunités pour d'autres qui vont pouvoir acquérir d'autres entreprises. Si on parle d'un constat, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui par rapport aux fonds propres? La situation de l'année, c'est une baisse de chiffre d'affaires pour les entreprises. Souvent, elles n'ont pas pu travailler correctement pendant 2 mois, voire 3 mois, et c'est un décalage qui représente à peu près 20% de leur chiffre d'affaires. Donc, pendant cette période, la trésorerie a été atteinte. Il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises par les dirigeants pour essayer de réduire le point mort. Et ensuite, à la fin de l'année, il va falloir faire le constat. Le constat, c'est évidemment certains, et je dirais la majorité, on le voit bien par les 130 milliards, ont pris des PGE, donc ont endetté leur société. Et bien sûr, de l'autre côté, il y a de la trésorerie, mais normalement, elle est utilisée par rapport à la problématique s'ils ont demandé un PGE, sinon ils peuvent le rembourser.
Et puis, à la fin de l'année, il y aura les résultats nets qui vont sortir des bilans. Lorsqu'on voit ce que c'est que les fonds propres d'une entreprise aujourd'hui, ils sont constitués des capitaux propres, c'est-à-dire les actions qui sont apportées par le dirigeant et ses associés. Il y a les primes, et puis il y a tout ce qui va être les reports. Lorsque vous avez un report négatif sur un exercice, eh bien, ça vient perturber l'équilibre entre le haut de bilan et le bas de bilan. Et là, le dirigeant, il doit voir par rapport à son endettement quelles sont les décisions qu'il peut prendre. Mais faire entrer aujourd'hui un investisseur dans son tour de table, c'est plus une opportunité. Pourquoi? Parce que son entreprise, on le voit, a plus de contraintes que les années précédentes. Il faut que l'entreprise se digitalise, c'est-à-dire fasse des investissements avec de nouveaux collaborateurs qui viennent apporter leur valeur ajoutée sur de nouveaux process. C'est de l'investissement, c'est du temps homme, c'est de la compétence, mais aussi il faut qu'il puisse réduire ses coûts de production. Donc réduire ses coûts de production, c'est de regarder les investissements qu'ils réalisent et éventuellement refaire de nouveaux investissements qui vont régénérer de la dette. Alors, comme il doit y avoir un équilibre entre le haut de bilan et le bas de bilan, disons 1 pour 1, ensuite on va regarder l'EBITDA et on va voir si c'est inférieur ou pas à 3 fois ou pas l'EBITDA, l'endettement. Et c'est là où les fonds propres sont importants. Et le fait de faire entrer un investisseur à ses côtés, ça lui donne plus de solidité. Je dirais, depuis que j'exerce ce métier, avant j'étais chef d'entreprise, maintenant ça fait 15 ans que je fais de l'investissement minoritaire avec BNP Paribas, c'est l'importance de se dire, est-ce que j'ai plus de valeur en détenant 100% de mon entreprise ou est-ce que je détiens plus de valeur en ayant 80% de mon capital, mais j'ai un associé qui éventuellement peut me suivre dans mes différents investissements et dans les différentes acquisitions que je peux faire. Parce qu'on a toujours un investissement au départ, mais dans la vie de l'entreprise, l'investisseur, il suit la vision du chef d'entreprise et peut bien sûr participer à une nouvelle augmentation de capital. Vous allez me dire, il va être dilué. Tu vas me dire, il va être dilué par rapport à… Non, on va trouver des solutions, tu me le dis. Et bien voilà. Il va être dilué. Et bien, ce n'est pas une réelle problématique. Après, on va trouver des solutions entre des actions de préférence, on va trouver des OC qui vont, c'est-à-dire un emprunt obligataire qui est lancé par l'entreprise et souscrit par l'investisseur. Et là, on va avoir des obligations qui seront soit convertibles en actions, soit des obligations qui seront remboursables au terme. Voilà. Donc là, il a vraiment la main sur différents schémas. Alors, pour essayer d'être le plus concret possible, je vais vous prendre un exemple que j'ai eu en décembre 2019. J'ai rencontré une très belle entreprise, 15 millions de chiffre d'affaires, un dirigeant 59 ans qui possédait 35% de sa société, 85 collaborateurs, et que je rencontre et qui me dit, voilà, je dois racheter les titres du majoritaire, c'est un spin-off, et j'ai l'opportunité de le racheter pour 4 millions. Est-ce que c'est un schéma qui vous intéresse? Je dis, bien sûr que ça nous intéresse de pouvoir vous accompagner en schéma. Quelle est la vision que vous avez de votre entreprise dans les 5 années à venir? Sa vision, c'est de pouvoir acquérir au niveau national et de se faire un réseau d'agences en rachetant des sociétés spécialisées dans la maintenance. Et il me dit, voilà, il me faudrait aussi des locaux plus grands par rapport à mon siège. Et avec ces éléments-là, je serai face à mes concurrents plus forts et je pourrais me développer plus rapidement. Et de fil en aiguille, il réfléchit au schéma. Les banques lui proposent de lui faire 4 millions de dettes sèches. Et évidemment, il a pris les 4 millions des banques et il n'a pas fait rentrer d'investisseurs à son capital en se disant « je garde mes 100%. » Aujourd'hui, on s'est revus, il m'a reparlé de ses projets. La société n'a peut-être pas eu le business plan qui s'était projeté sur l'année 2020 et il se dit que c'est une opportunité aujourd'hui et nous, il n'y a aucun problème. On va regarder avec lui comment on peut l'accompagner dans cette démarche. Moi, ce qui me frappe, c'est en quoi cet outil investissement en fonds propres rejoint des considérations stratégiques, parce que ce n'est pas que de l'apport de fonds, mais c'est aussi de l'apport de compétences, de soutien, de vision stratégique. Quand tu prends, par exemple, l'arrivée d'un investisseur dans une société, on a la capacité aussi de lui donner un certain nombre de conseils, de sociétés avec lesquelles il peut travailler. On peut avoir aussi eu des expertises avec des sociétés tierces, comme des avocats, comme des
spécialiste fiscaliste, lui dire exactement les personnes avec lesquelles il peut travailler par rapport à sa problématique. Ensuite, par rapport à une vision marché, on peut lui apporter des cibles. On peut aussi l'aider dans ses négociations. On peut l'aider dans la relecture des documents qu'il peut avoir lorsqu'il fait, par exemple, une acquisition. Mais là, on le fait en tant qu'associé. Donc, on peut mettre la compétence du fonds d'investissement à son service avec les best practices, de telle sorte qu'il puisse éviter un certain nombre d'encombres dans le développement de sa stratégie. Et nous, en tant qu'investisseurs, ce qui nous intéresse, c'est la vision du président. Nous, on a des moyens pour investir dans l'entreprise, mais ce qui nous semble fondamental, c'est la vision du président. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il connaît ses concurrents, et puis il connaît surtout comment il se positionne par rapport à ses concurrents. C'est ça qui est pour nous fondamental. C'est est-ce que ces concurrents sont de la même taille, sont plus grands, plus gros? Est-ce qu'ils ont fait des investissements? Dans quel outil? Est-ce qu'ils ont des fonds propres? Donc, vérifier les marges de manœuvre que peuvent avoir ses concurrents par rapport à lui. Et bien sûr, évoquer les nouveaux marchés sur lesquels il pourrait se lancer, ce qu'évoquait François tout à l'heure. Une question qui va nous permettre de conclure sur ton propos qui est passionnant, mais la question est la suivante. Dans le cadre d'une opération de haut bilan, y a-t-il forcément une date de sortie à convenir au départ de l'opération? C'est une très bonne question. Oui, c'est un sujet, bien sûr, on la convient, c'est-à-dire avec le dirigeant, on se met d'accord sur la date de sortie. C'est-à-dire que ce qui régit l'entrée d'un investisseur au capital, c'est un pacte d'actionnaires. Et dans le pacte d'actionnaires, on essaye d'évoquer toutes les joies et toutes les peines qui pourraient se passer pendant les 5 à 7 ans. Vous avez des investisseurs qui sont des intervenants sur du très court terme, qui veulent faire des opérations. Des établissements comme les nôtres ou comme CIC sont plus dans la durée. Donc, on va définir ensemble un pacte qui va régir notre sortie au moment de notre entrée. Donc, on va se dire, on va prendre un rendez-vous 12 mois avant la sortie. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces 12 mois? On va essayer de valoriser l'entreprise. Parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a un véritable sujet, c'est la valorisation de l'entreprise dans les périodes actuelles. Il y a une certaine incertitude. Donc, la valorisation, c'est quand même le nerf de la guerre, de l'entrée aussi d'un investisseur, c'est de la définir et qu'elle convienne aux deux parties. Alors, évidemment, dans les fonds d'investissement, vous avez des majoritaires et des minoritaires. Ce n'est pas les mêmes stratégies pour les dirigeants, étant donné que majoritaire, il vend 100% de son capital. En minoritaire, là, on trouve le moyen de trouver le juste équilibre et on définit dans le pacte d'actionnaires les modalités de notre sortie qui peut être généralement liée à la sortie d'un certain nombre de dettes qui permettrait éventuellement à l'entreprise de régénérer une nouvelle dette pour faire sortir son associé. Mais quand on travaille, et on l'a vu là, nous, pour des sociétés sur la métropole, on est capable de réinvestir dans une NewCo au moment où il faut faire une opération et faire tourner le capital. C'est très clair. Merci, merci Arnaud. On va passer maintenant aux outils juridiques. J'entendais récemment un dirigeant qui me disait quand je vois arriver les juristes, je m'attends à des mauvaises nouvelles, mais moi je suis parfaitement rassuré. Peut-être parce que je suis juriste moi-même, peut-être aussi parce que vous êtes l'un et l'autre, Thomas et Laurent, diplômés de l'EDEC. Thomas Obachtek, avocat associé au sein du cabinet DS Avocats et spécialisé en restructuring et plus largement en droit des procédures collectives, avec à ses côtés Laurent Miquel, administrateur judiciaire au sein de la CELAS BMA. Laurent, tu interviens dans les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. J'ai envie, sous forme de transition, de vous poser la question et me tourner en particulier vers toi, Thomas, de savoir quel lien tu fais entre ce qu'on a entendu jusqu'ici et les outils juridiques que vous utilisez l'un et l'autre au quotidien. Oui, bonjour Christophe, merci, et bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de stratégie, on a parlé d'animaux, de chameaux, de hérissons et de renards. On a aussi parlé et ça fait partie, je pense, des préoccupations du moment pour tout un tas de chefs d'entreprise, de la gestion de trésorerie. Et c'est vrai qu'ici, il ne s'agit pas, à mon sens, de faire un cours de droit, on n'en a pas le temps, mais c'est dommage. On va essayer juste de donner peut-être une traduction, une coloration juridique à tout ce qu'on a pu entendre. Alors c'est vrai que si on se focalise sur ce qui a été évoqué, notamment la trésorerie, la gestion de la trésorerie, l'anticipation des besoins de trésorerie, c'est vrai que ça nous renvoie à un exercice auquel on se livre, nous, dans notre métier au quotidien. En fait, c'est de planifier la trésorerie et éventuellement d'anticiper une impasse de trésorerie.
Et là, quand on évoque le terme d'impasse de trésorerie, on touche à une notion juridique qui est pour nous centrale, je dirais, dans le droit des procédures collectives, c'est ce qu'on appelle l'état de cessation des paiements. Alors, les mauvaises nouvelles arrivent, comme tu le disais. Et la définition aussi, je parie. La définition, je l'épargnerai, je la trouve très barbare, mais l'état de cessation des paiements, ce qu'il faut retenir, enfin la définition juridique, on va vous donner plutôt la définition telle qu'il faut l'appréhender d'un point de vue pragmatique. C'est en réalité quand on est en incapacité, avec le cash disponible, de faire face à ces engagements qui sont exigibles à l'instant T. Tu peux répéter ? Pour qu'on note bien la définition. Alors, la définition, bon, je vais quand même vous donner la définition juridique. Finalement, c'est l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Traduction, le cash. Et je dirais cet état de cessation des paiements, en réalité, donc qui est une notion juridique, va générer, on va dire, nécessairement une prise de décision de gestion par le dirigeant. Et là, très schématiquement, et après on sera amené à en discuter avec Laurent, ça va induire deux comportements. Soit on va subir, je dirais, la survenance de l'état de cessation des paiements, et on verra, Laurent va l'expliquer, on va se retrouver dans un cadre juridique contraint, on va parler de dépôt de bilan, encore une mauvaise nouvelle. Soit on va anticiper la survenance de l'état de cessation des paiements, et là on sera dans un cadre beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, Laurent va en parler aussi, et on verra beaucoup plus performant en définitive. Donc, ce qu'il faut retenir aussi peut-être à ce stade, dans ce propos introductif, c'est que la survenance d'un état de cessation des paiements, l'anticipation d'un état de cessation des paiements, ça a des conséquences pour l'entreprise. On parle là de crise de cash et d'anticipation de crise de cash, mais ça a des conséquences à un niveau, on va dire, plus personnel pour le dirigeant, puisque en fonction du cadre contraint, dont on va parler de redressement judiciaire ou mandat ad hoc, ça va avoir des répercussions à titre personnel aussi pour le dirigeant, puisque quand un dirigeant est amené à aller au tribunal, plus il aura anticipé, on va dire, la situation de trésorerie, une éventuelle impasse de trésorerie, plus il aura un regard favorable, on va dire, de la part de la juridiction. Je retiens de ce que tu viens de nous dire, ce mot-clé, anticiper. Je pense qu'il est oui, tout à fait, important. Tout à fait. Je pense que Laurent va l'aborder dans son propos. Alors, précisément, Laurent, on entend parler d'une vague de faillites à venir. Manifestement, ce n'est pas encore le cas, donc on s'attend à quelque chose qui va bientôt submerger, notamment les tribunaux de commerce. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot qui fait peur, qui est terrible, qui est un peu au domaine du business que le cancer est, si je peux me permettre, dans le registre médical. Quels sont surtout les moyens alternatifs auxquels on peut avoir recours pour tenter d'éviter cette issue? Bon, bonjour à tous. Merci Christophe pour cette question. Alors effectivement, quand on parle de faillite, il faut bien comprendre que c'est le terme juridique, c'est la procédure collective. La procédure collective, ça va être un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire. Ici, on n'a pas le temps de faire un cours de droit, j'ai bien compris que ça serait dommage, mais l'idée, c'est de bien vous donner les grandes comparaisons entre les types de procédures. Alors, un redressement judiciaire, c'est une procédure qu'on appelle collective, donc publique. Vous avez des effets positifs, c'est le gel du passif, c'est l'ouverture par un tribunal d'une période d'observation qui vous donne un délai de 12 à maximum 18 mois pour restructurer la société, pourquoi pas réinventer le business model, trouver une solution pour sortir de cette crise. Bon, ça c'est l'effet positif, gel du passif, procédure publique. L'effet négatif, bien évidemment, c'est comme cette procédure est publique, il y a un effet sur tout le business de l'entreprise et notamment vis-à-vis de ses tiers. On le sait, j'enfonce une porte ouverte, une procédure collective, et c'est un euphémisme de le dire, ce n'est pas un argument commercial. Il y a des inscriptions au CABIS, sur le BODAC, dans les journaux d'annonces légales, et évidemment, les concurrents peuvent le dire, les fournisseurs le savent, et donc peuvent jouer également sur les délais de paiement. Donc, il y a des effets positifs, il y a des effets négatifs, et il est vrai que ces procédures ont des taux de succès qui sont bien moins importants qu'un autre grand type de procédure qui se développe beaucoup depuis les dernières années, c'est les procédures de prévention des difficultés. Le mandat ad hoc, le conciliation. Alors pourquoi ces procédures qui ont des taux de succès de plus de 70% fonctionnent bien mieux que les procédures dites collectives? Parce que là, je rejoins le mot-clé que tu as pris, que tu as noté de l'intervention de Thomas, c'est l'anticipation. En fait, et pour prendre une autre métaphore que tu as donnée également par rapport à la médecine, c'est au plus vite vous prenez la difficulté, au meilleures sont les chances de succès. Le mandat ad hoc, la conciliation, qu'est-ce que c'est? C'est un cadre juridique qui est beaucoup plus souple. Une simple intervention auprès d'un président de tribunal. Nous ne sommes pas devant un tribunal avec une pluralité de juges, un seul président. La deuxième chose très importante, c'est la
complète confidentialité de ces procédures. Il n'y a d'inscription nulle part. Et la troisième grande différence, c'est que c'est une procédure qui est complètement volontariste et à la main du dirigeant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le dirigeant qui choisit d'y aller et c'est le dirigeant qui a la main à n'importe quel moment pour en sortir. On voit donc bien les grandes différences. Dernier point peut-être pour bien préciser, le redressement judiciaire va traiter généralement des process de restructuration. On va attaquer le compte de résultat. L'administrateur que je suis a des pouvoirs fixés par la loi et a des assouplissements au niveau de la loi, code du travail, un droit des sociétés, pour agir rapidement. En mandat ad hoc, l'administrateur n'a aucun pouvoir coercitif. Le dirigeant est encore le dirigeant de sa boîte. L'idée, c'est d'aller vers une négociation avec ses principaux créanciers pour sortir l'entreprise de sa difficulté. Thomas Baïtek, est-ce que l'avocat veut ajouter quelque chose au Oui, peut-être deux points complémentaires à ce qu'a indiqué Laurent, et pour rebondir un peu sur ce qui avait été dit précédemment. J'ai évoqué tout à l'heure cadre juridique contraint versus cadre juridique très souple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de redressement judiciaire, on a un corpus, un arsenal juridique avec tout un tas de règles dans le code de commerce qui va être le même et qu'on va appliquer, on va dire, à une entreprise de BTP, à une entreprise industrielle, à une start-up, à une entreprise de négoce. Ce qui fait qu'en réalité, avec ce corpus juridique très, je dirais, très complet et très rigide, finalement, on va devoir traiter toute une multitude en fait, de situations complètement différentes en termes de business. Quand vous comparez le régime du redressement judiciaire avec le mandat ad hoc, il faut savoir que le mandat ad hoc, en comparaison, c'est un article dans le code de commerce et qui vous dit le dirigeant saisit le président du tribunal qui fixe la mission du mandataire ad hoc. Et alors là, j'ai presque envie de dire, c'est nos limites. La limite, je dirais, c'est l'imagination des juristes et plus globalement, on va dire, des conseils du dirigeant, puisqu'on peut prévoir à peu près tout ce qu'on veut, je dirais, sous le contrôle évidemment du tribunal et dans les respects de l'ordre public, mais véritablement, c'est une mission qui est faite sur mesure, qui est adaptée à l'entreprise, au secteur d'activité de l'entreprise. Deuxième point qui est vraiment important, c'est la gestion du timing. On nous a, parce qu'on est auxiliaire de justice quand même, donc c'est un reproche qu'on nous fait souvent, c'est la justice, c'est lent, ça va pas vite. Il faut savoir que quand on est confronté ou amené à aller saisir le tribunal d'une demande de mandat ad hoc ou de désignation d'un conciliateur, on est sur une justice très, très réactive. Je prends dernier exemple en date, un mandat ad hoc qui était ouvert il y a une quinzaine de jours au tribunal de commerce d'Arras. La requête, la demande est déposée le lundi après-midi, l'ordonnance est rendue le mardi matin. Donc, on est en moins de 24 heures, on a la désignation du mandataire ad hoc qui peut entrer en action immédiatement. Donc, je pense que ça, c'est un point qui est quand même très, très intéressant à signaler. Oui, la rapidité est probablement clé dans ce genre de situation. Il y a une question très précise qui est posée ici, que je trouve intéressante, c'est qu'en est-il du solde de DPG obtenu en cas de cessation des paiements? Est-ce que ça vient augmenter le passif exigible? Alors, déjà, en cas de la cessation des paiements n'est pas une procédure en elle-même. La cessation des paiements va être le vecteur, c'est un état. Ça va être le vecteur vers une procédure collective ou, s'il n'y a pas état de cessation des paiements, vers une procédure amiable. Si vous êtes dans le cadre d'une cessation des paiements et que vous êtes en procédure collective, le PGE est une dette antérieure puisqu'il a été délivré avant l'ouverture de la procédure collective. Il est déclaré au passif, gelé pendant la période d'observation et ensuite remboursé dans le cadre d'un plan de continuation qui peut être un étalement des dettes sur une période qui ne pourra pas excéder 10 ans. Donc, c'est effectivement un moyen juridique d'étaler une dette. Voilà une réponse précise à une question précise. Laurent, en tant que mandataire ad hoc, qu'est-ce que tu peux apporter en particulier? Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur cette question? Oui, tout à fait. Alors, de manière très concrète, qu'est-ce qu'on fait en mandat ad hoc? En mandat ad hoc, on est dans une procédure qui est la libre négociation avec les parties. Aucun moyen coercitif. En pratique, tout va dépendre, et Thomas l'a justement dit, de la mission qui va m'être confiée par le président du tribunal. Et les causes de cette mission peuvent être variées. Ça peut être assignation d'un fournisseur, difficulté à faire face à un LBO, baisse de rentabilité qui ne permet plus de rembourser les emprunts liés à l'investissement ou au renouvellement du parc, litige entre associés. Enfin, les causes peuvent être nombreuses. Le principe de base, c'est la négociation. Je mets tout simplement tout le monde autour d'une table, ou en visio actuellement avec les contraintes actuelles. On met tout le monde autour d'une table et on négocie. Alors, qui sont généralement les tiers autour de la table? L'État, via les services de ce qu'on appelle la commission des chefs des services financiers, ou CCSF. Les banques, bien évidemment, qui sont des créanciers de l'entreprise, via des services spécialisés qu'on appelle les affaires spéciales. Ce sont des services qui sont rompus à la négociation dans le cadre de ces procédures amiables et avec lesquels nous avons des échanges ouverts, francs, dans un seul but,
pour le mandataire ad hoc, qui est un tiers indépendant, la pérennité de l'activité de l'entreprise. Et les troisièmes personnes que nous voyons le plus souvent, ce sont des fournisseurs. Mais attention, pas la totalité des fournisseurs, puisque je reviens à la base même de la confidentialité de cette procédure. Mais un fournisseur stratégique, un fournisseur qui a assigné, un fournisseur qui empêche le business de tourner rond, pour dire simplement. On le met autour de la table et on voit avec lui. Comme je l'ai dit, libre négociation des parties, avec une petite spécificité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, si vous ouvrez une procédure de conciliation, le président du tribunal, à la requête du conciliateur, peut suspendre l'exigibilité ou l'exigibilité d'une dette ou toute procédure d'exécution pendant une période de 5 mois maximum. Ce qui veut dire, on met un cadre sain pour négocier. Tout ce qui est exigible et qui pourrait entraîner l'état de cessation des paiements, je reviens sur ce que disait Thomas et donc lors d'instance judiciaire, on le gèle, on se met autour d'une table et on essaie de trouver une solution. Encore une fois, s'il s'agit de retenir un mot-clé, c'est bien négociation pour le mandat ad hoc. C'est la libre négociation des parties, tout à fait. Thomas Bajtek, est-ce que tu as des exemples récents de mandats ad hoc qui permettraient d'illustrer la pertinence de cette procédure? Alors, j'ai un exemple qui est actuel. C'est une procédure qui n'est pas ouverte, mais c'est des réflexions qui m'ont été soumises par un client il y a à peine quelques jours et qui est vraiment, enfin, je trouve que c'est très très intéressant en lien encore une fois avec ce qui a été dit précédemment pour préparer le rebond. J'ai un client qui est dans une activité où il possède plusieurs sites, tous fermés. Ils ont fait partie des premiers, c'est une des premières activités qui a fermé pendant en lien avec le confinement. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, alors on va reprendre une métaphore animale, qui a plutôt été fourmi, qui a du cash, et qui me dit, Thomas, aujourd'hui, bon, je peux anticiper peut-être quand même quelques soucis de trésorerie, quoique, mais en tout cas, je ne veux pas laisser cette crise sanitaire mettre à mal ma stratégie de développement. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est fermé, plus d'activité, mais qui me dit, dans 6 mois, dans 8 mois, je veux repartir comme avant la crise. Et donc, il me dit aujourd'hui, on a une réflexion qui est aujourd'hui d'ouvrir pour une société finalement qui est saine, peut-être un mandat ad hoc pour aller se chercher de la marge de manœuvre, comme disait François tout à l'heure, pour effectivement remettre peut-être à plat des échéanciers bancaires, le paiement de charges sociales et autres. Et finalement, ce qui est intéressant à travers ça, c'est qu'on voit que cette procédure de mandat ad hoc, finalement, qui dans un petit peu de droit, en fait, cette procédure de mandat ad hoc, elle est prévue dans un chapitre du Code de commerce de la prévention des difficultés, finalement, donc a priori qui touche les entreprises en difficulté. On est sur une réflexion qui nous montre qu'on peut glisser aussi sur du mandat ad hoc, mais appliqué à une entreprise, je dirais, qui n'a pas de difficulté, en tout cas pas pour le moment. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on peut se rendre compte, là c'est un sujet qui t'est cher, Christophe, on voit bien qu'on peut mettre en place une espèce de stratégie juridique au service de la stratégie d'entreprise à travers justement ces procédures de prévention. C'est effectivement très illustratif de ce que l'environnement juridique peut fournir des outils qui vont être utiles aux dirigeants pour passer ce cap difficile. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors, je vais ajouter quelque chose, et j'y pensais avec l'intervention de Thomas, c'est le rôle du tribunal de commerce. J'entends trop souvent, on a peur. On a peur d'aller au tribunal, c'est la peur de l'échec, c'est tout ce que l'on veut. Moi, je veux souligner, casser des idées reçues. Au tribunal de commerce, on ne casse pas de l'entreprise. Au tribunal de commerce, on ne ressort pas avec des sanctions. Le rôle du tribunal de commerce, c'est bien d'aider et de pérenniser l'entreprise. Des exemples très simples et en quelques mots. Vous avez une difficulté, vous pouvez tout à fait vous rapprocher du président du tribunal. Il y a des juges de la prévention, je rappelle que ce sont des juges bénévoles qui assistent et qui analysent avec le dirigeant les difficultés des entreprises. Il n'y a aucune trace de tout ça, ce sont des entretiens confidentiels. Donc je pense qu'il faut essayer de passer au-dessus de cette peur que je peux tout à fait comprendre et qui peut être légitime pour regarder les difficultés et surtout, parce que je pense que c'est le maître mot de tout ça, les anticiper au maximum. N'ayez pas peur, c'est Jean-Paul Luc qui a inventé la formule, je pense. On arrêtera là la comparaison. Ça m'offre une transition pour m'adresser à ceux qui nous écoutent en leur disant n'ayez pas peur de poser une question pour les 5 dernières minutes de ce webinaire. Donc, si vous avez une question, à la limite, n'ayez pas peur d'utiliser votre micro, ça permettra d'être plus direct et plus instantané. Si vous avez une question qui vous vient à l'esprit, qui vous brûle la langue ou le clavier, n'hésitez pas à la poser. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit et qui aurait été suscité par les propos des uns et des autres?
j'aurais peut-être pas dû dire n'ayez pas peur, parce que manifestement, ça génère une espèce de... Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, poser une question? Ah ben, ça doit vouloir dire que vous avez été parfaitement clair, que vous avez été limpide, avec une boucle qui s'est bouclée sur ce que vous avez pu évoquer et notamment au niveau des procédures qui peuvent aider à passer un cap. J'ai envie de faire revenir François pour évoquer, si vous voulez bien vous joindre ici, ainsi que Christophe et Arnaud peut-être. Voilà, oui, vous n'avez plus de chaise aussi. Je pense qu'on peut résumer notre propos en disant qu'en période de crise telle que celle que l'on vit, les questions les plus importantes, c'est qu'est-ce qu'on peut discerner quand on regarde vers l'avenir, comment décider et comment agir. C'est bien les trois axes de la décision stratégique et de la façon dont on peut réagir. Est-ce que vous avez un dernier complément à apporter par rapport à cette question? Comment penser l'après? Comment voyez-vous la façon dont on peut évoluer dans cet environnement dont vous avez dit effectivement, et vous avez raison, qui est particulièrement incertain? Il faut s'entourer. S'entourer, c'est-à-dire parler, comme on évoquait là tout à l'heure avec le tribunal, parler avec des gens extérieurs, avec d'autres dirigeants, de telle sorte à pouvoir capitaliser sur ce qui s'est passé chez les autres. Ne pas s'enfermer. Oui, je rejoins cette idée. C'est un peu l'idée des biais cognitifs. C'est de se dire, on a des biais d'analyse, on est dans son périmètre et on revient à ce qu'on avait dit au début, c'est de s'ouvrir. J'encourage à regarder les vidéos d'Olivier Sibony sur ça, parce que ça en parle très bien et c'est intéressant. S'ouvrir, Christophe? Et moi, je dirais anticiper avec un A majuscule, parce qu'on a vu qu'il y a énormément de moyens, donc des problématiques de très court terme, avec du très court terme à la stratégie moyen-long terme. Et donc, dès qu'on sent qu'on peut avoir des difficultés autres, anticiper, je crois que c'est un mot assez fondamental. Laurent et Thomas, pour terminer. Moi, pour enfoncer le clou, et comme on a parlé d'anticipation, je reprendrai ta phrase, Christophe, cash is king. Donc, la trésorerie. En période d'incertitude, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qu'on dit toujours en procédure. Pour rebondir sur ce que disait Arnaud, qui évoquait le fait de s'entourer, je dirais il faut bien s'entourer, parce que c'est vrai que dans cette période, il y a énormément d'anxiété. Donc, tant qu'à faire, tournez-vous vers des personnes qui ont de l'énergie à vous communiquer, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on en a besoin. Alors, ce sera presque le mot de la fin. Je voudrais vous remercier tous pour votre contribution. Aparté, on en parlait, je voudrais saluer sa présidente nouvellement élue, Stéphanie Malice. Aparté, c'est du partage d'expérience, c'est du partage de bonnes pratiques. C'est aussi des compétences qui vont illustrer toute une série de contributions au service de l'entreprise avec les experts que nous avons entendus. Merci pour vos éclairages. On va remercier Christophe aussi. Merci. Je propose, c'est très collectif, qu'on s'applaudisse tous. Merci à tous et comme on dit de nos jours, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.